Bien, par rapport à l'intervention du président de l'Association des assureurs sénégalais, je voulais effectivement confirmer que nous avons reçu ce courrier qu'il a évoqué. Je peux déjà, nous avons eu des échanges au niveau du bureau. Nous reconnaissons la pertinence des arguments avancés par le marché gabonais par rapport au contexte. Et je crois que nous avons une réunion demain avec le marché où nous finaliserons, notre réponse définitive sera donnée. Mais d'ores et déjà, je souhaitais préciser que nous reconnaissons la pertinence de l'argumentaire qu'ils ont évoqué et que vraisemblablement, nous allons vers un report. Mais nous allons nuancer ce report parce qu'il y a, je dirais, l'Assemblée générale du point de vue statutaire qui devra se tenir et l'aspect conférence devra certainement être décalé. Et nous approcherons, nous donnons une réponse définitive, non seulement au marché sénégalais, mais à l'ensemble des membres, très rapidement, parce que le but de la manœuvre, c'est à faire en sorte que nous puissions tenir dans les délais qui sont les nôtres, c'est-à-dire février, l'Assemblée générale du point de vue statutaire pour l'arrêté des budgets et un point sur l'activité, même s'il faut le faire par visioconférence compte tenu du nombre réduit des membres, enfin, à peu près 210 membres. On est en train d'étudier la question par rapport à l'efficacité de ce type de communication. Mais voilà un petit peu notre réflexion et demain, nous aurons l'occasion de peaufiner notre entretien avec le marché sénégalais et de là, nous sortirons la position définitive du bureau pour la communiquer à l'ensemble des membres. C'est ce que je voulais ajouter. Alors, faisons très rapidement un tour du monde de l'infection et ça sont les chiffres d'hier, donc de dimanche 22 novembre. Comme vous pouvez le voir, depuis le début de la pandémie, il y a eu au niveau mondial, au total, 1 388 710 morts du fait du Covid-19 directement, ce qui représente environ 3% du total. Il y a eu 16 648 350 cas actifs, avec 99% des cas qui sont des cas, on dirait, relativement légers et 1% qui sont des cas sérieux et critiques. Par rapport à l'Afrique, il y a eu un article très intéressant dans The Independent, journal anglais cette semaine, où le directeur de l'Africa Center for Disease Control a annoncé cette semaine plus de 2 millions de cas confirmés en Afrique, en croissance, et ça c'est une mauvaise nouvelle, et plus de 48 000 morts à travers le continent. Il a également exprimé son inquiétude face au risque de fatigue par rapport à la prévention, en particulier sur les gestes de distanciation sociale et l'utilisation des masques en particulier, sachant que dans beaucoup de cas, la distanciation sociale est extrêmement difficile pour des raisons de surpopulation dans les habitations, etc., de pauvreté, etc., etc. Et bien sûr, il s'est aussi inquiété des risques possibles c'est le meilleur mot que je puisse trouver, de monopolisation sur les pays dits développés de l'accès et de la distribution des vaccins lorsqu'ils seront prêts, la distribution pour l'Afrique des vaccins lorsqu'ils seront disponibles. C'est un élément absolument central sur lequel les États travaillent aujourd'hui pour éviter une situation où des poches importantes à travers le monde ne soient pas couvertes par la vaccination. L'impact du Covid-19, en particulier au point de vue économique, a été substantiel, pour employer un mot que je dirais simple. Ils ont été même très importants. Il y a eu une perte de GDP, de produits intérieurs bruts, entre 10 et 21% en quelques mois, en particulier en Europe et aux États-Unis. C'est plus limité dans un certain nombre de pays d'Asie en particulier qui ont peut-être mieux géré la crise. Il y a eu un accroissement inédit et brutal du nombre de chômeurs du fait des lockdowns, des confinements répétés. En Angleterre, on en est au 2e aujourd'hui, qui ont fermé les commerces non essentiels.
y compris beaucoup dans le domaine du tourisme et de l'alimentaire, enfin des loisirs. Il y a lié à ça un questionnement très fondamental sur les bases et les structures du modèle économique tel qu'il fonctionne encore aujourd'hui, où on s'aperçoit qu'effectivement la fermeture le fait que les gens travaillent de la maison, etc., a profondément bouleversé les revenus, la viabilité et la façon même de vivre. Et puis, lié à ça, il y a une transformation numérique accélérée dans tous les domaines, parfois même brutale, dans les domaines de l'éducation, de la santé, du travail, etc., qui posent de grandes questions de société, des questions très importantes. Alors, on va en parler dans quelques minutes. Je voulais juste essayer aussi de vous donner une vision sur eh bien, les erreurs qui ont été commises, parce que c'est toujours important d'apprendre de ces erreurs, et je ne suis pas sûr qu'hélas, aujourd'hui, les pays, en tout cas pas tous, et en particulier 2 pays qui ont vraiment une difficulté à apprendre de leurs erreurs, sont les États-Unis et la Grande-Bretagne. Les pays ont commis beaucoup d'erreurs, certaines de ces erreurs communes dans beaucoup de pays d'ailleurs. Alors par exemple, il y a clairement eu une impréparation ou une remise en cause dans les années antérieures pour des raisons essentiellement budgétaires, de programmes et de plans existants afin de prévenir ou de traiter les pandémies et les épidémies. Le cas le plus flagrant et le plus connu est celui des États-Unis, où l'administration précédente du président Obama avait laissé un plan suite aux 2 épidémies qui ont eu lieu sous sa présidence, un plan prévoyant les modalités de contrôle et comment y répondre, qui ont été immédiatement supprimés par la nouvelle administration entrante du président Trump. Mais on a vu ça, on a vu le même phénomène dans beaucoup de pays, en France également. Les services hospitaliers d'urgence et les intensive care units ont très vite été débordés de façon extrêmement dramatique dans un certain nombre de pays, avec un manque chronique de respirateurs, des impacts de mesures d'austérité budgétaire imposées depuis maintenant 10 ans dans la plupart des pays européens, par exemple, ont provoqué, se font sentir très très violemment lorsqu'une épidémie, une pandémie, un nouveau virus arrive, et avec les conséquences que l'on a vues. Il y a eu une erreur dramatique que plusieurs pays ont fait, dont la Grande-Bretagne, qui ont contribué à accroître considérablement le nombre de morts, en particulier donc en Grande-Bretagne, où aujourd'hui on en est, d'après les estimations, entre 55 et 70 000 morts. Cela a été de transférer des patients âgés ou très âgés atteints du Covid des hôpitaux aux maisons de retraite, ce qui a provoqué une flambée de l'épidémie dans les maisons de retraite et qui a provoqué la mort de beaucoup de personnes très fragiles. La même chose s'est passée, mais à moindre mesure, en France, par exemple, mais ça a été corrigé beaucoup plus vite qu'en Grande-Bretagne. Il y a eu des plans de confinement dans certains pays, comme la Grande-Bretagne de nouveau, ou les USA, où il n'y a pas de plan de confinement, qui ont été trop tardifs ou n'ont pas eu lieu. De nombreux morts auraient pu être évités. Puis certains pays comme la Suède, même si les résultats en termes de morts sont moindres, ont essayé de suivre la théorie de l'immunité collective, herd immunity, qui, d'après la plupart des scientifiques, ne fonctionne que lorsque vous avez un vaccin et est extrêmement dangereuse lorsque vous la mettez en œuvre sans qu'il y ait de vaccin. Il y a eu beaucoup de problèmes, et on va en parler rapidement aussi, autour de la mise en place des outils numériques nécessaires pour assurer le traçage, l'identification et l'isolation des patients symptomatiques ou asymptomatiques atteints du Covid. Un des pires cas est la Grande-Bretagne, de nouveau, où pour des raisons politiques et des erreurs stratégiques, la Grande-Bretagne a d'abord essayé de développer son propre système centralisé avec au lieu de suivre le système dit décentralisé, qui est celui de Google et d'Apple. La Grande-Bretagne a essayé de créer un système centralisé avec une base de données centralisée. Ça a coûté plusieurs dizaines de millions pour arriver à un échec total, et ils ont été obligés
en juillet de passer finalement sur le système Google et le système Apple, sachant que d'autres pays, dont l'Allemagne, la Corée du Sud, Taïwan, la Thaïlande, la Nouvelle-Zélande ont mis en place très vite des applications décentralisées qui ont très bien fonctionné, qui ont été downloadées. En Allemagne, je crois qu'il y a eu 30 millions de downloads. Et donc, ça a permis vraiment aussi, ça a joué un rôle dans le fait que l'Allemagne, avec pour d'autres raisons également, mais par exemple l'Allemagne en Europe ou la Corée du Sud ou Taïwan ont mieux géré et contrôlé l'épidémie, la pandémie. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Enfin, il y a eu une panique totale des États pour essayer d'acheter au dernier moment des équipements de protection personnels, des fameux PPE, en faisant des erreurs, en essayant de ne pas respecter les règles de sélection de contrats publics qui ont occasionné beaucoup de problèmes avec des aigrefins et des escrocs qui ont mis dans leur poche des centaines de milliers, voire des millions de livres et fourni des produits qui n'étaient pas efficaces ou qui étaient périmés. Donc il y a eu beaucoup de problèmes autour de ça, ainsi que l'obligation d'aller acheter en Chine, qui est un des rares pays qui aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, produisait ce type d'équipement. Ce qui pose aussi une question par rapport à comment les pays du monde, en particulier en Europe ou aux États-Unis, doivent essayer de reprendre contrôle sur la production en local ou en régional de produits qui ont été d'une certaine manière outsourcés à d'autres pays, dont la Chine, et qui provoquent un problème lorsqu'une épidémie ou une pandémie se développe comme cela. Le résultat, vous le voyez, vous pourrez le voir dans les slides, c'est 261 000 morts aux États-Unis à l'heure d'hier. C'est officiellement près de 55 000 morts en Grande-Bretagne, mais d'après les chiffres de l'Office de statistique anglais, l'ONS, en fait, on est au-delà aujourd'hui de 70 000 morts parce que les chiffres officiels ne comptent que les gens qui sont morts directement du Covid dans les 28 derniers jours. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de cas, ou de plus en plus, où ce qui s'appelle long Covid, qui est un Covid qui a des effets sur le long terme et où les gens peuvent mourir très longtemps après avoir été contaminés. Comme je le disais tout à l'heure, le rôle du numérique est devenu tout à fait central. La pandémie a créé une situation, on l'avait vu déjà en Afrique par exemple, lors des épidémies d'Ebola ou autres, où dans un certain nombre de pays, ça a accéléré les feux du développement, par exemple, des paiements mobiles et des paiements numériques, qui étaient déjà bien développés, mieux développés en Afrique que dans beaucoup d'autres régions du monde. Mais le fait de ne pas pouvoir avoir de contact physique a fait, et de ne pas pouvoir utiliser les billets ou les pièces parce qu'elles pouvaient être contaminées, ont poussé les feux du développement des outils numériques de paiement, en particulier par exemple au Libéria ou dans d'autres États qui ont eu à faire face à l'épidémie d'Ebola. Et c'est exactement le même phénomène avec le Covid qui, du fait du confinement, plus des risques de transmission personne à personne, a poussé les feux de l'ensemble des outils numériques. Alors le confinement a fait que, par exemple, tous ceux qui le pouvaient, en particulier dans les domaines des services, et c'est mon cas aujourd'hui, comme vous le voyez, travaillent à domicile. Ce qui pose une vraie question économique, puisque l'organisation économique du travail dans les pays, par exemple d'Europe, aux États-Unis, tourne autour de la présence des employés sur le lieu de travail, avec toute une économie autour, que ce soit l'alimentation, le commerce de détail, les transports et les loisirs, par exemple, qui en découlent et qui sont liés, bien sûr, tout ce qui tourne, tout ce qui a rapport à la propriété immobilière, où une forte partie de l'économie vient et des revenus viennent de la propriété immobilière. Alors, ça pose un vrai problème fondamental de compréhension des impacts et de les prendre en compte
des impacts du Covid-19. C'est vrai sur le travail. Ça fait maintenant depuis presque un an que je travaille uniquement via Zoom et Teams et de manière, je dirais, distanciée. C'est vrai par rapport à la façon de se soigner, puisque les consultations médicales se font à distance. Seuls les cas les plus graves sont envoyés à l'hôpital, qui sont non Covid, voient leur médecin ou sont envoyés à l'hôpital. La façon de communiquer et de socialiser dans un environnement de confinement, bien entendu, où ce sont les outils numériques, que ce soit pour se tenir en contact avec sa famille, ses petits-enfants, ses enfants, etc. La façon de s'éduquer, puisque les écoles ont été fermées pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, on essaye de les garder ouvertes, mais on s'aperçoit que ça pose un vrai problème et qu'il y a de vrais risques de contamination et de chaînes de contamination créées à l'école. Et bien sûr, l'utilisation du numérique qui est merveilleuse et qui permet effectivement de survivre à des chocs du type du Covid, ça veut dire aussi cependant qu'il y a de nouveaux risques de discrimination et de nouveaux risques d'exclusion, donc exclusion numérique. Certaines régions en Angleterre et ailleurs, en Afrique aussi, sont très mal servies par les réseaux mobiles ou de télécom. Mais c'est le cas ici aussi, où des régions en Europe, où des régions entières n'ont pas de couverture broadband ou une très mauvaise couverture mobile. C'est vrai aussi sur la possession d'outils numériques. Alors, quasiment tout le monde, comme en Afrique, a un téléphone. Le taux de pénétration est bien au-delà de 110%, 120%. Mais ce n'est pas forcément le cas sur les ordinateurs, par exemple, qu'ils soient portables ou fixes. Donc, il y a une vraie discrimination qui se crée autour de ça, avec les gens qui ont les moins de moyens, qui peuvent être encore plus exclus qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc, il y a une vraie réflexion pour les gouvernements autour de ces questions-là qui sont absolument fondamentales. Ça touche bien sûr à l'organisation de la cellule familiale. On a vu, hélas, beaucoup de cas terribles avec le confinement où des gens qui sont soumis à des abus, à des violences, se retrouvent confinés avec celles et ceux qui les abusent, ce qui a produit des horreurs. Et c'est vraiment tragique. Il y a eu beaucoup de problèmes autour de la santé mentale avec des gens qui ne supportent pas le confinement et l'isolation. Alors c'est vrai des personnes âgées, c'est vrai des personnes qui ont des problèmes de dépression chronique, des problèmes de maladies psychologiques et mentales, de souffrance mentale. On a vu un nombre important de suicides durant le confinement. Donc il y a des impacts, et puis le fait d'être séparé de ces, particulièrement par exemple pour les grands-parents de ces enfants, de ne pas pouvoir les voir, vraiment créé beaucoup de problèmes. Ça a impacté les façons de se distraire. Les cinémas sont fermés, les théâtres sont fermés, et ce sont des industries, en particulier en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, l'industrie du cinéma est vraiment importante ici. Elle produit des revenus importants de dizaines de milliards tous les ans, et elle emploie plusieurs centaines de milliers de personnes. Et aujourd'hui, il y a une vraie question autour de comment les cinémas vont survivre. Alors, il y a un cas très précis, par exemple, où on a pu voir que lorsque le dernier James Bond, qui devait sortir d'abord en avril, a été reporté en novembre, puis reporté à l'année prochaine, et plusieurs chaînes de cinéma ont fait faillite à cause de ça, ou ont dû fermer, parce que c'était la chose qui pouvait les maintenir à flot. Et du coup, voilà, certains ne vont pas rouvrir lorsque le Covid sera sous contrôle. Puis finalement, bien sûr, les habitudes de consommation et d'achat et les paiements numériques et mobiles et les services financiers mobiles se sont énormément développés. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vais passer très brièvement, les outils numériques et mobiles ont joué un rôle clé dans la mise en place de la politique de repérage, identification, traçage et isolation des personnes contaminées. Il y a beaucoup d'histoires de succès, comme en Corée du Sud, en Taïwan, en Thaïlande, en Nouvelle-Zélande, en Allemagne, au Danemark, par exemple, qui ont mis en place très rapidement des outils performants, en allant directement sur l'utilisation, comme je vous le disais tout à l'heure, des
systèmes décentralisés d'Apple et Google, alors qui ont un énorme avantage qui est qu'il n'y a aucun transfert de données personnelles sur des bases de données centralisées. Donc, c'est un risque en moins et c'est beaucoup plus respectueux de la vie privée, de la privacy. Et il y a eu le cas contraire, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, avec le UK, par exemple, qui a été un échec coûteux et qui a fait perdre beaucoup de temps sur le contrôle de l'épidémie. En France, ils avaient utilisé finalement un système décentralisé, mais hélas, peu de gens l'ont downloadé pendant très longtemps, donc il n'était pas efficace parce qu'il faut un minimum de download pour permettre de couvrir un pourcentage suffisant de la population afin de repérer, isoler et tout ça. Donc sur l'écosystème des assurances, eh bien, il y a des impacts également, bien entendu, et on en parlera dans un certain nombre de nos panels. Bien entendu, l'impact est très important dans les pays où il n'y a pas de système public de protection sociale ou de santé, exemple les États-Unis, où les gens qui perdent leur emploi perdent leur protection sociale et ceux qui n'ont pas d'emploi ou sont au chômage n'ont pas de protection sociale. Et il semblerait que de plus en plus, le Covid soit en train de devenir une condition de santé préexistante, ce qui veut dire que les gens ne sont pas couverts et doivent payer lorsque, hélas, ils doivent être hospitalisés. De plus, les assureurs se voient de manière croissante placés au premier plan et de plus en plus avec des actions juridiques. À leur rencontre, on va en parler beaucoup, en particulier demain, lors du panel sur les effets réglementaires et juridiques. C'est particulièrement le cas en Europe, en France, en Grande-Bretagne, mais c'est en train de se développer partout, où de nombreuses PME et PMI, petites et moyennes entreprises, ont été devant la justice et les réglementeurs contre les assureurs qui ont refusé d'indemniser les dommages et les pertes provoquées par les mesures de confinement, des lockdowns, et en particulier pour les commerces non essentiels. Du coup, vous avez toute une série de batailles qui sont engagées, qui pourraient avoir un impact extrêmement fort sur les assureurs, sur ce qu'ils peuvent considérer comme n'étant pas couverts par les contrats d'assurance et donc les limitations et les exclusions. Et bien sûr, le débat prend un tour très politique. Donc, les politiques, ce n'est pas seulement la justice, les politiques s'en mêlent aussi. Alors, les cas en Angleterre et en France, je pense, vont être répliqués un peu partout dans le monde. Et je pense que vous allez les voir aussi en Afrique se développer. Et puis, il y a une vraie question autour de débats essentiels, à mon avis, pour le futur, et pas seulement par rapport aux risques épidémiques et pandémiques, mais bien sur comment couvrir les nouveaux risques et les dommages provoqués, par exemple, par le changement climatique. Voilà, c'était un aperçu rapide au niveau mondial. Je vous remercie de votre attention. Bien, par rapport à l'intervention du président de l'Association des assureurs sénégalais, je voulais effectivement confirmer que nous avons reçu ce courrier qu'il a évoqué. Nous avons eu des échanges au niveau du bureau. Nous reconnaissons la pertinence des arguments avancés par le marché gabonais par rapport au contexte. Et je crois que nous avons une réunion demain avec le marché où nous finaliserons, notre réponse définitive sera donnée. Mais d'ores et déjà, je souhaitais préciser que nous reconnaissons la pertinence de l'argumentaire qu'ils ont évoqué et que vraisemblablement, nous allons vers un report. Mais nous allons nuancer ce report parce qu'il y a, je dirais, l'Assemblée générale du point de vue statutaire qui devra se tenir et l'aspect conférence devra certainement être décalé. Et nous approcherons, nous donnons une réponse définitive, non seulement au marché sénégalais, mais à l'ensemble des membres très rapidement, parce que le but de la manœuvre, c'est de faire en sorte que nous puissions tenir dans les délais qui sont les nôtres, c'est-à-dire février, l'Assemblée générale du point de vue statutaire pour l'arrêté des budgets et un point sur l'activité, même s'il faut le faire par visioconférence compte tenu du nombre réduit des membres, enfin, à peu près 210 membres. On est en train d'étudier la question par rapport à l'efficacité de ce type de communication.
Mais voilà un petit peu notre réflexion et demain, nous aurons l'occasion de peaufiner notre entretien avec le marché sénégalais et de là, nous sortirons la position définitive du bureau pour la communiquer à l'ensemble des membres. C'est ce que je voulais ajouter.